hériter des clés de l'une des propriétés immobilières les plus prestigieuses et historiques au monde, pour découvrir juste après la signature que ce joyau est plombé par une dette vertigineuse. Une dette d'environ 12 milliards d'euros, ouais. 12 milliards exactement. Eh bien, c'est très concrètement la réalité financière qui attend le prochain locataire de l'hôtel de ville. Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Bonjour. Notre mission pédagogique aujourd'hui, c'est de décortiquer les élections municipales de Paris de 2026. On va regarder ça à travers un angle très précis, en s'appuyant massivement sur un dossier analytique fascinant qui s'intitule Zdémocratie en ville.pdf. Tout à fait. Et pour mener à bien cette mission, on s'appuie sur un corpus de sources vraiment riche. On a des documents de campagne, des professions de foi détaillées, des retranscriptions d'interviews des principaux candidats. Ce qui fait beaucoup de lecture au passage. Oh, que oui. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite pause méthodologique tout de suite, avant même d'entrer dans le vif du sujet. Je t'en prie, c'est important. Les sources qu'on analyse aujourd'hui contiennent des propositions politiques qui sont très, très marquées. Ça va des listes anticapitalistes d'extrême gauche jusqu'aux propositions de l'extrême droite. C'est grand écart. Complètement. Donc, il faut que ce soit très clair pour ceux qui écoutent cette émission. On ne prend aucun parti, on ne cautionne absolument aucune de ces visions. Notre rôle ici, c'est d'être un simple relais analytique. Un relais objectif. Voilà, totalement neutre. Le but est purement informatif pour aider à comprendre ce qui est proposé aux électeurs parisiens. On pose les pièces du puzzle sur la table, c'est tout. Le cadre est posé, et c'est fondamental. Alors, on y va. La première question qui saute aux yeux quand on lit ces documents, c'est le lien direct entre l'argent et le pouvoir citoyen. Ah bah c'est le nerf de la guerre. Avant même de parler de démocratie locale ou de référendum, on voit que les candidats se livrent une bataille acharnée sur le diagnostic financier de la ville. Oui, l'estimation de cette fameuse dette. C'est ça. Elle varie entre 10 et 12 milliards d'euros pour la fin de mandature en 2026. Mais ce qui est fou, c'est de voir comment un même chiffre peut générer des diagnostics politiques aussi diamétralement opposés. Bah, c'est toute la magie ou le drame de l'économie politique en fait. Prenons le bloc de la droite et du centre. Pour eux, ce chiffre de 12 milliards, c'est vraiment l'équivalent d'une alarme incendie qui hurle dans toute la ville. Une vraie urgence. Absolument. Pierre-Yves Bournazel, par exemple, qui est le candidat Horizon Renaissance, il décrit une ville, je cite, au bord de la faillite. Les mots sont forts. Très fort. Et sa mécanique pour y remédier, elle repose sur ce qu'il appelle un choc de gestion massif. Il propose de faire 4,2 milliards d'euros d'économies sur la mandature. L'objectif affiché, c'est de diviser la dette par 2. D'accord, mais attends. Comment on trouve 4,2 milliards d'euros dans un budget municipal sans, je sais pas, fermer des écoles ou éteindre l'éclairage public la nuit? Quelles sont les mécaniques concrètes derrière ce terme de choc de gestion? Alors, la stratégie de Bournazel, d'après les sources, elle repose sur un désengagement très ciblé de la puissance publique. C'est-à-dire? Eh bien, ça passe par exemple par la privatisation de la collecte des déchets. Ça passe aussi par l'arrêt des préemptions immobilières par la mairie. Ah oui, ils arrêtent de racheter des bâtiments. Exactement. Et surtout, la mesure choc, c'est la vente d'environ 20 000 logements qui appartiennent à la ville de Paris, mais qui sont situés en dehors de Paris. Ah, je vois. C'est vraiment une logique de liquidation d'actifs non stratégiques pour renflouer la trésorerie tout de suite. C'est exactement ça. Récupérer du cash immédiat. Mais alors, il y a un point qui m'a surpris en lisant les propositions des Républicains. Rachida Dati partage ce constat de quasi-faillite. On est d'accord là-dessus? Oui, le constat de base est le même. Mais en même temps, elle attaque violemment ce qu'elle appelle le matraquage fiscal. Elle cible notamment la hausse historique de 52% de la taxe foncière. Ah, la fameuse hausse, oui. Voilà. Mais d'un point de vue purement comptable, si la ville est à ce point surendettée, baisser ou geler les impôts, c'est pas la pire chose à faire. Comment cette équation peut fonctionner? C'est une excellente question et ça touche vraiment au cœur de la doctrine budgétaire libérale. En fait, la logique de Rachida Dati, ce n'est pas de nier la dette. D'accord. Elle affirme plutôt que le levier fiscal a été complètement cassé par une surutilisation. Trop d'impôts tue l'impôt, en gros. C'est la théorie, oui. Selon cette vision, la hausse de 52% étouffe les propriétaires. Et le risque à terme, c'est de faire fuir les classes moyennes et les investisseurs. Ce qui réduirait mécaniquement les recettes futures de la ville. Parfaitement. Pour la droite, la seule façon saine de désendetter Paris, c'est de sabrer d'abord dans les dépenses de fonctionnement, qu'ils jugent inefficaces, plutôt que de ponctionner encore plus les contribuables. C'est limpide. Et d'ailleurs, cette logique de coupe drastique, elle est poussée encore plus loin par l'extrême droite. Oui, là on franchit un autre palier. Dans les documents, Sarah Knafo pour Reconquête et Thierry Mariani pour le Rassemblement national, ils veulent carrément financer leur programme en supprimant des budgets extrêmement spécifiques. Notamment tous ceux liés à l'immigration. C'est ça. L'accueil des migrants, la maison des réfugiés, tout ça, ça saute.
Sarah Knafo chiffre même son plan d'économie à plus de 9 milliards d'euros. C'est colossal. C'est énorme. Et ici, on voit bien que le budget devient un véritable outil de tri politique. C'est-à-dire un choix idéologique avant d'être comptable. Absolument. On coupe des subventions allouées à des populations spécifiques pour réorienter cet argent ailleurs. C'est une application locale, stricte de la préférence nationale. Bon, alors, le contraste est juste saisissant quand on passe à gauche. Ah oui, là, c'est le jour et la nuit. En lisant les propositions d'Emmanuel Grégoire pour le Parti socialiste ou de Sophia Chikirou pour la France insoumise, on a vraiment l'impression qu'ils vivent dans une autre dimension financière. Le mot austérité, c'est presque un gros mot pour eux. C'est un changement de paradigme total. À gauche, la dette, ce n'est pas perçu comme un trou béant qu'il faut boucher à tout prix. C'est quoi alors? C'est vu comme un levier d'investissement, un patrimoine qu'on est en train de construire. D'ailleurs, Sophia Chikirou avance un argument comparatif assez intéressant dans les sources. Lequel? Elle souligne que le ratio d'endettement de Paris, il gravite autour de 85% de son budget annuel. Ce qui paraît beaucoup dit comme ça. Sauf que si on regarde des métropoles mondiales comme New York, ils sont à 95%. Et Londres, c'est près de 200%. Ah oui, effectivement, ça remet les choses en perspective. Donc le raisonnement de la gauche, c'est de dire que l'endettement municipal sert à financer des infrastructures durables, des crèches, des logements sociaux, des rénovations thermiques. Des actifs tangibles, en somme. Voilà, des actifs pour les générations futures. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est de la pierre. D'accord, j'entends l'argument. Mais bon, à un moment donné, il faut bien payer les intérêts et rembourser le capital aux banques. Inévitablement. Si on ne réduit pas les dépenses, où est-ce qu'on va chercher cet argent? Emmanuel Grégoire parle par exemple de réquisitionner les logements vacants et de taxer massivement la rente immobilière. Mais concrètement, une réquisition par une mairie, ça fonctionne comment? C'est légal ce genre de truc? Alors, la réquisition, il faut savoir que c'est un outil juridique extrêmement lourd. Ça vient d'une ordonnance de 1945. D'accord, c'est pas tout neuf. Non, pas du tout. En théorie, l'État, ou par délégation le préfet, peut réquisitionner des locaux vacants pour loger des personnes sans abri. Donc la mairie ne peut pas le faire toute seule d'un claquement de doigts. Non, c'est un vrai parcours du combattant, tant juridique qu'administratif. Il est des conditions très strictes, il faut indemniser les propriétaires, donc quand un candidat promet des réquisitions, c'est souvent davantage une posture politique. Un bras de fer avec l'État, quoi. Exactement. C'est pour montrer une détermination. Quant à la fiscalité immobilière, ça passe plutôt par l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires ou la création de surtaxes pour les logements vides. Pour forcer les propriétaires à les remettre sur le marché locatif classique. C'est ça. Et surtout pour lutter contre la prolifération des Airbnb permanents, qui vident la capitale de ses habitants à l'année. Ce qui m'amène à une proposition très technique, mais que je trouve vraiment fascinante. Ça vient du programme de Sophia Chikirou. C'est le livret Paris Solidarité. Ah oui, ce fameux livret. L'idée, si je comprends bien, ce serait de mobiliser l'épargne des Parisiens via le crédit municipal pour s'affranchir complètement des marchés financiers. Mais on fait comment pour contourner les banques internationales à l'échelle d'une simple ville? Classique sur les marchés financiers. Où les taux d'intérêt fluctuent en fonction des agences de notation? Exactement. Eh bien, au lieu de ça, la ville proposerait un produit d'épargne direct à ses administrés. Les citoyens ouvrent ce livret, ils y placent leurs économies, et c'est garanti par le Crédit municipal de Paris. Donc c'est l'argent des habitants qui sert de trésorerie directe à la ville. Voilà. Cet argent frais finance des projets écologiques ou sociaux, et en échange, le citoyen reçoit un intérêt. C'est un circuit court de la dette publique, en fait. C'est le mot parfait. Le but est vraiment de soustraire le financement municipal de la spéculation internationale. C'est hyper intéressant. Bon, et pour clore ce tour d'horizon financier, il faut absolument qu'on évoque les listes anticapitalistes. Ah, là, on change carrément d'univers. Totalement. Dans les documents, les candidates comme Blandine Chauvel, Marielle Saulnier et Maëlle Pierrot-Guimbaud, elles refusent tout bonnement d'entrer dans cette comptabilité. Elles appellent ça une économie de guerre. C'est ça. Pour l'extrême gauche, le simple fait de débattre des taux d'intérêt de la ville, c'est déjà valider le système capitaliste. Elles ne veulent pas jouer à ce jeu-là. Pas du tout. Leur mécanique budgétaire ne repose ni sur la dette ni sur l'impôt local. Sur quoi alors? L'expropriation. L'expropriation et le rapport de force sociale. L'idée avancée, c'est de déclencher des grèves massives pour contraindre l'État central et les grandes entreprises qui siègent à Paris à financer les services publics. En gros, elles disent « l'argent est là, il faut juste le prendre aux actionnaires ». Absolument, c'est une rupture systémique assumée. Tu sais, toute cette situation, ça me fait penser à une analogie. Vas-y, je t'écoute. C'est comme s'il fallait statuer sur l'avenir d'une immense copropriété. Ok.
La droite et le centre, c'est le copropriétaire terrifié par le déficit du syndic. Il veut licencier le gardien et vendre les meubles du hall pour éviter la faillite à tout prix. Et la gauche? La gauche, c'est celui qui estime que l'immeuble a énormément de valeur et qu'il faut absolument souscrire un nouvel emprunt géant pour refaire la toiture et isoler les murs, sinon le bâtiment va s'effondrer. Et l'extrême gauche dans tout ça? Eh bien, l'extrême gauche, c'est ceux qui proposent carrément de cesser de payer les charges, d'occuper les loges et de saisir les comptes bancaires du syndic. C'est une excellente image, très parlante. Et surtout, cette métaphore nous offre une transition parfaite vers le cœur de notre dossier Est-ce démocratie en ville? C'est clair, parce que la finance, ça conditionne le reste. Totalement. La philosophie financière détermine les outils démocratiques qu'il propose. Tu ne peux pas promettre aux habitants de décider de l'avenir de leur rue si les caisses sont verrouillées. Justement, tous les candidats, sans aucune exception, utilisent cette expression « redonner le pouvoir aux Parisiens ». C'est le grand classique des campagnes. Oui, mais quand on soulève le capot de ces propositions institutionnelles, les moteurs sont radicalement différents. Prenons la question du référendum. À gauche, l'approche est vraiment axée sur l'inclusion et la participation continue, non? Absolument. Si on regarde Sophia Chikirou, on trouve la proposition d'un référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Qui serait déclenchable dès 100 000 signatures. C'est ça, mais elle pousse la logique encore plus loin jusqu'au référendum révocatoire, activable par 10% du corps électoral. Attends, on s'arrête là-dessus une seconde. Un référendum révocatoire municipal. Ça veut dire qu'une petite fraction de la population peut décider de virer le maire ou un élu en plein milieu de son mandat? C'est le principe théorique, oui. Mais c'est faisable légalement. Dans les faits, non. Instaurer ça nécessiterait une modification de la loi nationale. Aujourd'hui, le Code général des collectivités territoriales ne le permet tout simplement pas. D'accord, c'est une promesse un peu hors cadre. Juridiquement, oui. Mais l'intention politique est là. C'est l'idée de maintenir les élus sous la pression constante de leurs électeurs. Une sorte d'épée de Damoclès citoyenne. Je vois. Et du côté d'Emmanuel Grégoire? Chez Grégoire, la mécanique d'inclusion s'illustre plutôt par l'ouverture des votations locales à l'ensemble des résidents parisiens. Y compris les étrangers non européens. C'est bien ça, Sou. Oui, il veut intégrer tout le monde. Il ajoute aussi la création de conseils municipaux de la jeunesse et d'un laboratoire de conception partagée. L'objectif, c'est vraiment de diluer le pouvoir du conseil municipal vers les habitants. C'est très clair, la volonté, c'est de distribuer le pouvoir de décision. Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, le mot référendum est tout aussi présent dans les documents. Sauf que les règles du jeu n'ont rien à voir. Voilà. Sarah Knafo, par exemple, elle exige un référendum obligatoire pour tout projet municipal qui dépasserait les 10 millions d'euros, et avec une valeur exécutive. Thierry Mariani, de son côté, propose un référendum d'initiative populaire déclenchable par 5% du corps électoral. C'est une toute autre philosophie. Mais analysons la proposition de Knafo. Un projet de 10 millions d'euros. À l'échelle de Paris, c'est presque banal, non? Une grande place à rénover, un gymnase à construire, ça dépasse allègrement ce montant. Très facilement, oui. Alors, imposer un référendum avec force exécutive à un seuil aussi bas, est-ce que c'est vraiment une mesure de construction citoyenne ou bien est-ce que c'est un droit de veto systémique déguisé? Tu mets le doigt sur une mécanique redoutable. C'est la différence fondamentale d'approche dont on parlait. En droit français actuel, un référendum local d'initiative citoyenne, c'est généralement consultatif. La mairie demande l'avis mais décide à la fin. Exactement. Rendre un tel vote obligatoire et exécutif pour des budgets de plus de 10 millions, ça bouleverse totalement la gouvernance de la ville. Ça fiche tout, non? En quelque sorte. À gauche, l'outil démocratique sert à distribuer l'argent. Chez les Insoumis, par exemple, ils veulent porter le budget participatif à 15% des investissements. Et à droite? À droite et à l'extrême droite, l'outil référendaire est conçu comme un pare-feu budgétaire. C'est-à-dire un outil de blocage. Un outil de contrôle par le contribuable, ouais. Si le maire veut construire une infrastructure très coûteuse, la mécanique référendaire de Sarah Knafo agit comme un frein d'urgence. D'accord, je comprends. Le but implicite, c'est de permettre aux électeurs, qui sont vus avant tout comme des contribuables soucieux de leurs impôts, d'opposer un veto à des dépenses qu'ils jugeraient trop idéologiques. Donc des deux côtés, le mot sur l'emballage, c'est référendum. Mais à gauche, c'est un accélérateur d'initiative, et à droite, c'est un système de freinage des dépenses publiques. C'est le résumé parfait. Cette idée de gouvernance, ça nous amène à la troisième dimension de notre analyse. La démocratie urbaine, c'est pas seulement des urnes ou des budgets, c'est aussi l'incarnation du pouvoir. Oui, la posture compte énormément. Les sources montrent clairement que le style de l'administration, et même la façon de faire campagne, ce sont des propositions politiques en soi. Tout à fait. La forme, c'est le fond.
Regardons la proposition de Pierre-Yves Bournazel. Il prône une opération main propre et il dénonce la lourdeur bureaucratique actuelle. Il cite un chiffre d'ailleurs qui est assez frappant. Il y aurait actuellement 32 adjoints à la mairie de Paris contre seulement 9 à Londres ou 12 à Rome. C'est énorme, 32. Ce chiffre, il l'utilise pour illustrer sa philosophie, celle d'une démocratie d'efficacité. Il promet de diviser par 2 le nombre d'adjoints et de collaborateurs et de supprimer les véhicules avec chauffeur pour les élus. Donc, moins d'élus, moins de privilèges. L'idée sous-jacente, c'est qu'une démocratie saine, c'est une administration resserrée, sobre. Une administration qui ne s'éparpille pas dans des postes politiques juste pour récompenser des alliés. Une gestion presque d'entreprise, rationnelle. C'est l'esprit, oui. Bon, alors, si Bournazel joue la carte de la rationalité gestionnaire, Rachida Dati joue une toute autre carte, celle du terrain. Une carte presque charnelle. Oui, le contraste est fort. Les sources insistent sur le fait qu'elle revendique l'absence totale d'agences de communication. Pas d'éléments de langage fabriqués, elle dit mener sa campagne, je cite, au pied levé. Et physiquement sur le terrain. Voilà, elle va jusqu'à faire campagne en tenue de travail, dans un camion poubelle, pour incarner son combat contre la saleté à Paris. C'est une stratégie claire de contournement des corps intermédiaires. La démocratie, selon Rachida Dati, ça s'incarne dans la figure du maire qui met littéralement les mains dans le cambouis. C'est une façon de répondre aux critiques habituelles. Exactement. Cette authenticité revendiquée, c'est une réponse directe à l'accusation de déconnexion qui est souvent portée contre les élites parisiennes. C'est fascinant. Et alors, face à ce camion poubelle, on trouve l'algorithme de Sarah Knafo. C'est le grand écart technologique. Ah, l'hyper-digitalisation de la campagne, oui. Elle assume totalement. Son outil phare, c'est un simulateur de pouvoir d'achat en ligne. L'électeur entre ses données personnelles et le simulateur calcule au centime près ce qu'il gagnerait si ces mesures étaient appliquées. Mais honnêtement, en quoi un algorithme de calcul fiscal fait-il avancer la démocratie locale ? Eh bien, il ne la fait pas avancer au sens classique, il la transforme fondamentalement. Ce simulateur, il traduit une vision ultra-individualiste de la cité. Comment ça ? La démocratie ne s'évalue plus à l'aune du bien-être collectif ou de l'harmonie de l'espace public, elle s'évalue sur le retour sur investissement individuel du citoyen contribuable. Chacun regarde son propre portefeuille. C'est la gamification de la politique fiscale, en fait. L'électeur est invité à voter pour l'option qui optimise son propre tableau Excel personnel. C'est vertigineux quand on y pense. Et pour boucler la boucle, comment réagissent les candidats anticapitalistes face à toute cette profusion d'outils, qu'il s'agisse des simulateurs numériques, des référendums locaux ou des budgets participatifs ? Le rejet est absolument total. Dans les documents qu'on a analysés, Blandine Chauvel et ses colistières utilisent des termes extrêmement durs. Elles ne mâchent pas leurs mots. Pas du tout. Elles affirment que les budgets participatifs prennent les citoyens, et je cite la source directement, pour des cons. Ah ouais, carrément. Mais pourquoi un tel rejet de ce qui semble pourtant être une belle avancée de la démocratie directe ? Parce que selon la doctrine marxiste qui anime ces listes, débattre de l'allocation d'une fraction infime du budget pour construire une piste cyclable ou planter 3 arbres, Pendant que le reste du système tourne pareil. voilà. Alors que l'essentiel de la richesse est contrôlé par des intérêts privés, pour elle, ça relève de l'illusionnisme bourgeois. C'est jeter de la poudre aux yeux. C'est ça. Pour elles, les mairies ne font que co-gérer une pénurie qui est organisée par l'État. Leur seule référence historique valable, c'est la Commune de Paris de 1871. La prise de pouvoir par le peuple. La véritable démocratie, selon elle, ce n'est pas de cocher des cases sur un formulaire municipal. C'est la prise de contrôle directe des moyens de production par les travailleurs eux-mêmes. Que les conducteurs de RATP gèrent les transports, que les éboueurs gèrent la propreté. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour cela que leurs listes sont exclusivement composées d'ouvriers et d'employés. Bon, si on devait résumer cette architecture complexe qu'on vient de déplier, on pourrait filer une métaphore informatique. J'aime bien tes métaphores, vas-y. Les élections de 2026, au fond, ça ne consiste pas simplement à choisir de nouvelles applications pour la ville. Il s'agit plutôt de choisir le système d'exploitation de base de la mairie de Paris. L'image est excellente, vraiment. Le vote va déterminer quel operating system va régir Paris. C'est ça ? Est-ce que ce sera le système de Bournazel, un OS allégé, optimisé pour réduire la consommation de mémoire, c'est-à-dire la dette ? Ou bien le système de CNAFO, équipé d'un pare-feu massif où les référendums bloquent automatiquement toute tentative de dépenses non autorisées. Ou alors le système open source de la gauche, conçu pour intégrer un maximum de contributeurs externes via les RIC et les votations citoyennes.
ou bien la solution radicale anticapitaliste qui propose purement et simplement de formater le disque dur pour installer un système révolutionnaire. C'est exactement l'enjeu de cette analyse. Derrière ce mot valise de démocratie, qu'on nous sert à toutes les sauces dans les professions de foi, se cachent des réalités opérationnelles redoutables. Des mécaniques qui vont changer la vie quotidienne. Et pour toute personne attentive à ces enjeux parisiens, comprendre ces mécanismes est crucial. Car selon le système d'exploitation qui sera installé à l'hôtel de ville, les conséquences seront immédiates. Sur le montant de la taxe foncière, sur la propreté des rues, sur la capacité à se loger. Et surtout, sur le poids réel du bulletin de vote une fois l'élection passée. Ces mécanismes techniques détermineront très concrètement si la voix du citoyen est un outil de création, un droit de veto ou un simple mirage consultatif pour les 6 prochaines années. C'est la fin de cette plongée analytique. Mais pour conclure sur l'avenir de la capitale, voici une réflexion inédite pour prolonger le débat intérieur. Une interrogation qui émerge en filigrane de tous ces documents. Laquelle ? Si on observe cette surenchère incroyable de promesses impliquant des référendums permanents, des votations ouvertes, des budgets massivement participatifs et des algorithmes de calcul, la fonction même de maire de Paris ne serait-elle pas en voie d'extinction ? C'est une question provocatrice, mais légitime. Face à ces mécaniques qui automatisent le pouvoir, on peut se demander si la capitale s'apprête à élire un vrai leader politique visionnaire ou si le futur édile sera relégué au rang de simple chef de projet. Un super administrateur chargé d'exécuter mathématiquement les sondages grandeur nature de ses administrés. C'est une réflexion à mûrir longuement avant de glisser un bulletin dans l'urne. Merci de nous avoir accompagnés indirectement dans cette réflexion et à très bientôt pour un nouveau décryptage approfondi.